Tout de suite, retrouvez Le LP2I prend la parole sur Delta FM 90.2. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du LP2I prend la parole, l'émission où les LP1 et LPN parlent de sujets qui leur plaisent. Au programme aujourd'hui pour cette émission, Nina commencera l'émission pour répondre à une question que se posent les enfants. Puis nous ferons le quiz pour la première fois en avance et non pas à la fin de l'émission. Étant donné que Nina devra partir un petit peu en avance cette semaine. Ensuite, je vous ferai comme d'habitude ma chronique sur la musique de film. Et cette fois, bon, ça fait un petit peu longtemps que je ne suis pas venu. Et donc, j'ai préparé une petite surprise pour Romain. Vous allez bien voir. Et enfin, Romain vous apprendra des nouveaux mots par un poème qu'il a écrit. Puis on finira par notre petite pause musicale. Allez, c'est parti. Merci d'ailleurs pour le Nona. Tu sais que mon deuxième prénom c'est Nora en plus, c'était pas loin. Ah franchement, je peux gagner ton plus grand respect. Donc aujourd'hui, chers auditeurs et auditrices, dans la rubrique Nina y répond, je vais répondre à la question que les enfants peuvent parfois se poser et que vous, chers parents, vous avez du mal à leur expliquer. Alors, vous inquiétez pas, je suis dans le même cas de figure avec ma petite nièce de 4 ans qui, à cet âge-là, pose beaucoup trop de questions. Cette semaine, le thème est « Pourquoi le soleil s'en va ?» Alors, pas de panique, Nina y répond. Hé les amis, dites-moi, c'est quoi ça? C'est qui lui? Pourquoi? Comment? À quoi tu penses? C'est où? Tu te poses peut-être des questions? Pas de panique, Nina y répond. 15 millions de degrés. C'est la température du soleil. Le soleil est en fait une énorme boule de gaz. 75% de sa masse est composée d'hydrogène et les 25% restants sont de l'hélium. Les noyaux d'hydrogène fusionnent et forment des noyaux d'hélium. Et cette réaction produit une très grande quantité de chaleur. Cette énergie thermique rend possible la vie sur Terre. Mais cette source d'énergie a une limite. On estime que dans 5 milliards d'années, le Soleil cessera de briller. Ça, c'est pour les parents. Mais comment expliquer aux enfants que le Soleil s'en va? Eh bien, en leur disant que le Soleil s'en va, car il va rejoindre la Lune. Laissons-les rêver, encore un peu, avant de leur expliquer le monde actuel. Chers auditeurs et auditrices, merci de votre écoute pour cette chronique. En attendant, à la semaine prochaine. Bye bye. Merci. Merci Nina pour cette petite chronique, cette petite réponse de nos esprits d'enfants. Oui. Exactement. Je pense qu'on va passer à Romain. On va passer au quiz. Au quiz, et oui. Et oui, parce que depuis plusieurs semaines, on n'avait pas eu de quiz, donc je sais que vous l'attendiez, j'en suis sûr. Ah là là. Et c'est le premier quiz du LP2I prend la parole de 2022. Et pour ce retour, j'ai pas été très gentil, j'ai même été plutôt sadique. Puisqu'aujourd'hui, je vais vous tester sur votre attention à mes superbes quiz. Oh putain. Puisqu'on va reprendre les quiz depuis le début. Depuis Alors le début, là. LP2I prend la parole. Donc ça va être des questions que j'ai pioché un petit peu dans tous les quiz et on va voir si vous en Est-ce sortez. qu'on peut dire qu'avec Noé, on a été très peu là? Alors, c'est le cas. Vous étiez quand même là pour ces quiz, donc c'est parti. Bah Allez, écoute, Romain, qui a la meilleure mémoire entre Noé et Qui nous moi? fait tout ça? Question numéro 1. En France, combien de tonnes de nourriture consommable sont gaspillées par an? Première réponse, 4 millions de tonnes. Deuxième, 7 millions de tonnes. Troisième, 10 millions de tonnes. Ou quatrième, 20 millions de tonnes. Donc, Par an? par an, Oui. Consommable, nourriture consommable gaspillée par an. c'est le maximum. 20 millions. 20 millions? Ouais. Eh bien, c'est faux. Eh Ah. oui. Alors, on commence très mal. Vous ne m'aviez pas écouté. Parce que c'est 10 millions de tonnes Ah, de j'ai hésité nourriture en plus entre 10 consommable et 20. Dommage. gaspillée par an seulement en France. Deuxième question. Dommage. Combien de pourcentage de femmes, en France toujours, fument quotidiennement lors de leur grossesse? 13% de femmes, 24%, 47% ou 65%? La 2. 13, 24, 47, 65. 47. 24. Eh bien, c'est 24%. Bravo Nina. Ah. Bien joué. Un point. On peut compter un petit point, ouais, je pense. Ouais, Ouais. là, tu peux le compter parce que depuis le temps qu'il l'a fait, le quiz sur ça. Nina m'écoute. Et oui, c'était l'émission numéro 2, si je ne m'abuse. Donc, Oh là là. bravo. Maintenant, question 3. À qui doit-on la célèbre citation « Le cœur
a ses raisons que la raison ignore. Je me souviens de cette question en plus, mais j'ai pas la réponse. Oui, je l'ai moi aussi. Un grand philosophe. Ah, il n'y a Vous pas n'avez pas la de réponse question là. Vous n'avez Victor pas la Hugo. réponse Non, j'ai Ah, pas la non. réponse. Attends, Platon, Victor peut-être Hugo. Il a écrit les pensées. Platon, Les pensées, Freud, Nietzsche, je sais Non, pas. Non. C'est bien de tous les tenter. C'est une bonne technique, mais non. Je sais pas l'ai du pas. tout. Ah, c'est Pascal. C'est ce bon ami Pascal. Pascal. Dommage. Pascal. Pascal. On Ah, le mais nous, salue, on fait d'ailleurs, pas de s'il nous écoute. philosophie en même temps. Si, c'est bien le problème. Non, moi, j'en fais pas. Mais moi j'en fais Ah et c'est là très là. dégradant. Ah, là, je. Et je le rappelle, hein, d'ailleurs, le cœur qui ne signifie pas l'amour, mais bien la foi. On le rappelle parce que sur toutes les citations Insta, on voit le cœur à sa raison que la raison ignore, ouais. qui est très Ça, mal c'est clair. utilisé. Sous des posts aussi Insta. Bon, bah, Prends pour ton envol, danse, ris. Pour chante. l'instant, il y a que Nina qui a un point. Oui, hein. ça ne m'écoute pas beaucoup. C'est Alors, si. assez décevant tout de même. C'est juste la mémoire qui nous fait défaut. C'est Ouais, tu vois, en première, on a beaucoup de trucs à retenir et tout. Ouais, je comprends. Mais là, vous allez pouvoir marquer peut-être un petit point sur cette 4e question. Ah. Combien de pays indépendants dans le monde reconnaît l'ONU, l'Organisation des Nations Unies? 123 pays, 195 pays, 247 pays, On se regarde avec Nina. 289. On n'a Est-ce qu'on pas la peut réponse. confirmer, Noé, qu'on ne Alors, l'écoute pas? Non, c'est vraiment avec Nina, on se regarde On d'exaspération. s'est regardé Romain, d'un coup. C'est bien le fait de répéter comme ça. Redis-nous les chiffres, s'il te plaît. 123, 195, 247, 289 pays. Le deuxième. De 2. Et sur ce hasard, Ah. sur ce hasard magistral, Incroyable. ça vous fait un point chacun sur ce hasard. Franchement, Je suis en Nina, train de gagner. pour l'instant, tu gagnes. Alors là, faites attention parce que sur ce Attention. point en plus, vous aviez marqué le point. Alors là, j'espère que vous allez réitérer Là, je me suis redressée dans J'ai mon siège. Attention. sur cette question 5. Que veut dire l'expression faire son sucré? Première Je pense qu'on réponse, vouloir tout préparer seul. Deuxième réponse, être d'une gentillesse ridicule. Être persuadé que tout le monde est contre nous. Ou être une personne qui mange beaucoup de sucreries. La 2. La deuxième. La 2. Ah, ça me fait plaisir. Ça, je m'en souvenais. Ça, vous je m'en avez souvenais. retenu, le faire Tu son gagnes sucré. encore, toi. hein. Franchement. 3-2. Hein. On est 3-2. C'est serré, c'est serré. 3-2 et il reste une question Attention. pour vous départager, pour avoir, je le rappelle, le prix qui est mon respect ultime, Pas de bonbons avec Romain, jamais. Hein, comme c'est- chaque émission. Jamais de la vie. Peut-être pour la dernière. Ah, Mais qui cette, c'est? cette fois-ci, le point se joue sur cette 6e question. En quelle année est paru le terme réseaux sociaux? Attention, il peut être vu d'une autre façon que nous le voyons aujourd'hui. Est-ce qu'il est apparu en 1948, en 1954, en 1997 ou en 2003? Oula. 97. Ouais. Je crois que c'était Pas ça. avant. Je crois que c'était ça. C'était 97. Ah, tu t'es trompé. Même pas. Tu as Même foiré pas- le Non quiz. Non Non, eh bien non. Tu as voulu te donner un point, mais non. Je pense que le as son est foiré plus le son, approprié. là. La régie se donne des points, mais non. Et ce qui me déçoit, c'est que vous aviez Dommage. dit 1997 pendant l'émission et je vous avais dit non. Ah, 1954. Ça veut dire qu'on a Au vachement secours. bien écouté, tu vois. Et J'ai voilà. quand même gagné. Et Oui. moi, j'ai triché. Franchement, on peut m'applaudir pour ça. Non, oui. Non, bah Romain, non. excuse-moi pour cette petite erreur qui est Mais- très classique. Il n'y a pas de souci. Et merci pour ce petit quiz, on va dire récapitulatif de toute J'ai cette année. gagné. Et je suis en train de meubler, Nina, pour ne pas le dire. Tu comprends ça? Après ce petit quiz, franchement, est-ce que ça vous dirait le retour des analyses symphoniques du tricotin? Ah oui, oui, oui. Oui. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, cela fait un petit temps déjà que l'on ne s'est pas revu et je suis de retour aujourd'hui sur l'ELP2I prend la parole pour une chronique très attendue par Romain ici présent. En effet, aujourd'hui nous allons aborder le cas du compositeur Hans Zimmer en regardant de près sa façon de composer. Tout ça en se penchant sur le cas d'Interstellar, le film qui d'après moi a eu le plus de, où il a eu le plus de liberté créative. Allez, c'est parti.
Alors, Hans Zimmer est né en 1957 à Francfort et c'est un cas très particulier de la musique à l'image. En effet, il a commencé à avoir une approche expérimentale et autodidacte de la musique assez tôt et a été rapidement pris sous l'aile de Stanley Myers, un compositeur de musique de film qui lui donnera les premières ficelles du métier. Il commencera son activité en tant que compositeur en 1988 avec le film Rain Man de Barry Levinson qui rencontrera un joli succès critique et commercial. Après cela, la carrière de Hans Zimmer décollera pour collaborer avec de grands noms du cinéma sur des films très grands tels que Pirates des Caraïbes de Gore Verbinski, les Batman de Christopher Nolan, Le Roi Lion, les Kung Fu Panda et plus récemment le film Dune de Denis Villeneuve. On voit son nom partout. Sa façon très singulière de composer en travaillant le son en termes de matière et non pas de façon instrumentale impactera tout Hollywood et influencera un nombre incalculable de compositeurs, à tel point que son style sera caractéristique des blockbusters américains d'aujourd'hui. Tout cela le poussera à prendre du recul par rapport à son impact musical et à s'écarter de la composition que l'on peut qualifier de blockbusteresque pour se concentrer plus sur des concerts et sur sa vie de famille. Mais nous pouvons malgré tout retrouver ses épanouissements musicaux dans les bandes originales qu'il a composées pour les films de Nolan, notamment notre cas d'aujourd'hui, Interstellar. Alors si ce score possède une identité sonore si identifiable, c'est principalement pour ses inspirations minimalistes et son orchestration presque essentiellement composée de bois, flûte, clarinette, hautbois et même un orgue d'église. Le minimalisme musical est un courant contemporain des années 60 qui se base sur une orchestration simple, proche de la musique de chambre, et avec une répétition et recyclage de motifs simples et rapides, semblables à des ostinatos. Un ostinato, c'est un ensemble de notes courtes et répétées. Ce style particulier pour un blockbuster américain vient du fait que Nolan ait demandé à Zimmer de composer une musique intimiste pour une tragédie familiale, sans même qu'il n'ait vu une seule image du film. Il n'avait aucune idée de se douter que ce soit un film de science-fiction. On peut retrouver clairement deux thèmes plus ou moins définis. Le premier est celui qui se rapproche de la jeune famille et du commencement de la mission, qui possède une partie en majeur. Puis une partie en mineur, ce qui assombrit très fortement la phrase musicale et la rend très tragique, comme l'histoire de la famille du film. L'autre thème peut se rapprocher d'un motif principal, et il est plus relié à l'espace et à la séparation du père de ses enfants. C'est ce thème qui s'inspira du minimalisme musical pour le rendre très intimiste. On a aussi d'autres motifs musicaux présents dans le film, comme le leitmotiv relié au temps. Tout ça pour enrichir le spectre musical du film très voltigeant et encore une fois très intimiste. Ces approches finalement assez synthétiques du son en tant que matière est la caractéristique principale de Hans Zimmer qui a travaillé comme ça pour un bon nombre d'OST et qui a influencé un bon nombre de compositeurs. Malheureusement, ce style perdra de sa valeur au fur et à mesure de son épanouissement et deviendra finalement assez bateau dans un grand nombre de films d'aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier que l'intention première de Zimmer était de proposer une identité musicale propre à l'œuvre de Nolan et de travailler le son d'un orchestre autrement que celui qu'on peut entendre depuis le début du cinéma. C'est avec un extrait de ce morceau Cornfield Chase que je vous laisse. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sur la musique de film qui, je le rappelle, a une immense variété de spectres
à une immense variété de spectres musicaux. Waouh. Vraiment, waouh. Enfin, je sais que... T'es plutôt content, ouais. Je sais que t'aimes bien cette musique. Exactement. Puis là, je suis en train de regarder le film parce que je l'ai pas fini. Ah, tu l'as pas fini. Et cette musique, je la trouve vraiment extraordinaire. Enfin, je sais pas pourquoi, mais elle me donne des frissons vraiment. Enfin, Bah, en fait, c'est parce que je l'ai très rapidement évoqué dans ma chronique. C'est que, en fait, l'anecdote, c'est que Nolan, il est arrivé chez Zimmer et lui a dit « Ouais, je travaille sur un nouveau film. En gros, c'est une histoire de famille qui va se perdre un petit peu et dont le père va partir. J'aimerais bien que tu me composes la musique. » Et il lui a absolument pas dit que ça parlait d'espace, de science-fiction, de trous noirs, de tout ça. Et donc, c'est pour ça que la musique, elle a un aspect si vraiment, bah, j'ai répété le mot un nombre de fois incalculable dans ma chronique, intimiste, tu vois. Et donc c'est ça ce que je trouve génial avec cette OST. eh bien, est-ce que pleine idée en pleine mission, Ouais. est-ce qu'on pourrait peut-être lier nos deux chroniques? Parce que moi, j'ai une chronique de poèmes et peut-être mettre la musique en même temps que ma chronique. Pas de problème. J'imagine. Et il y a vraiment aucun souci. Et comme ça, on lit les chroniques ensemble et ça, c'est beau. Ça, c'est Vas-y, lis-nous ton poème, on t'écoute Eh très bien, attentivement. Oui. Je vais l'inclure parce que pour ma part, j'ai décidé avec peut-être audace et une pointe d'arrogance, qui sait, de vous faire l'affront de vous apprendre des nouveaux mots. Mais comme pour une langue étrangère, eh bien, on retient mieux les mots quand ils sont employés dans une phrase. Alors, pourquoi pas un poème? Je l'ai écrit pour mettre en exergue ces mots si jolis de la langue française. Oh, belle, en pleine basorexie, mon cœur fond pour le tien. Sentiment contradictoire, amaé jusqu'au matin. Le gongorisme de ma plume me force à te décrire. Tes courbes et ton sourire ne sont seulement qu'un calopsia. Une zamblanité perfide me poussant aux ténèbres. Tu m'as eu à jamais, je ne me retrouverai plus jamais. Alors, sur ce poème, il y a pas mal de mots assez complexes, et je vais essayer de les expliquer. Alors tout d'abord, le « en pleine basorexie », moi c'est un petit peu mon mot préféré, le mot que j'adore réellement, c'est une envie soudaine et écrasante d'embrasser quelqu'un. Donc je trouve ce mot vraiment magnifique. Il y a aussi l'amae. L'amae, c'est un sentiment qui nous vient du Japon, et qui, c'est un peu le sentiment quand on se sent mal et qu'on va câliner quelqu'un. Donc c'est un sentiment de bien-être qui arrive à ce moment-là quand on se réfugie dans les bras d'une personne aimée. Le gongorisme, alors le gongorisme c'est un petit peu compliqué, mais c'est un style littéraire qui recherche une esthétique précieuse, donc une écriture plutôt jolie et pour montrer qu'on sait bien écrire en quelque sorte. Un kalopsia, alors au-delà d'un mot qui fait un petit peu grec et qui est assez joli à prononcer, Je suis plutôt d'accord, ouais. c'est l'illusion que les choses sont plus belles qu'elles le sont vraiment, donc avec un petit peu la citation de l'amour rend aveugle finalement. Et une zamblanité, c'est une découverte inévitable de ce que nous aurions préféré ne pas savoir. Donc finalement, un poème un petit peu triste sur l'amour, mais c'est ce qui est beau dans l'amour. Merci beaucoup Romain pour vraiment ce magnifique poème que j'ai beaucoup aimé sur ces mots qui serviront, je pense, beaucoup à Nina qui n'est plus là dans le studio malheureusement pour en profiter. J'espère. Et c'est sur cette magnifique petite chronique de Romain qu'on va se laisser. Je pense qu'on a un morceau à vous faire écouter. C'est un classique de Queen, Don't Stop Me Now. Nina a eu l'idée tout à l'heure. Et je pense que c'est une très bonne idée. Oui. Allez, à la semaine prochaine tout le monde. Au revoir. Tonight